Hamza entre dans le café. Je souris, je trépigne même. À peine m'a-t-il aperçu que déjà sa longue silhouette dégingandée fend l'air. Ses cheveux sont noirs, en bataille, et ses grands yeux sombres dévorent son visage de bronze. Il me claque la bise et s'assoit en face de moi. Alors Ned, c'est quoi cette histoire de printemps des peuples? Au téléphone, on aurait dit que t'avais décroché le scoop du siècle. Je sors mes documents et je les lui colle sous les yeux. Tu sais, je t'ai dit que j'avais commencé des recherches sur le sujet que m'avait imposé le rédac-chef. Figure-toi que c'est génial. Je suis allée aux archives nationales, en bibliothèque, et finalement j'ai retrouvé les archives d'une ancêtre à moi qui s'appelait Eugénie. Elle a vécu enfant à ce moment-là, et elle a conservé plein de souvenirs de 1848. Et grâce à ça, j'ai remonté le fil de plein de vies de l'époque, de plein d'événements qui se passaient à ce moment-là. Et en fait, à travers ses yeux d'enfant, je me retrouve transportée dans cet autre siècle, dans la misère du faubourg Saint-Marcel, à travers les articles de presse et les caricatures qu'elle a collectionnées. Je vibre moi aussi au rythme des soubresauts politiques qui agitent alors Paris. Mais les liens qui unissent ces vies n'arrêtent pas de se déployer au fil de mes lectures. Tiens, regarde le texte que j'ai trouvé. D'un saut de page, je me retrouve dans l'église Saint-Paul de Francfort, là où siègent les membres du premier parlement de l'Allemagne. Les débats fusent, les députés veulent la rédaction d'une constitution libérale, la création d'un État national allemand. Puis finalement, ils adoptent la loi de l'Empire qui donne des droits fondamentaux au peuple allemand. Article 2. Il n'existe aucune différence entre les classes devant la loi. L'aristocratie en tant que classe est abolie. Tous les privilèges attribués à une classe sont abolis. Les Allemands sont égaux devant la loi. Grisé, je me retrouve d'un seul coup dans un bateau vers l'Angleterre. À peine débarqué, je me rends à Kennington Common, au sud de Londres, où les ouvriers chartistes se sont réunis pour faire accepter leur pétition. Perdu au milieu de la foule, j'avance vers le Parlement, dans l'espoir de voir enfin proclamer le suffrage universel. Mais les troupes nous arrêtent sur le pont qui enjambe la Tamise. Amère défaite. Dans le deuxième char se trouvaient messieurs Fergus O'Connor, Grass, Ernest Jones, Reynolds et les autres membres de la convention chartiste. Sur les flancs du char étaient écrits ces mots « Représentants du peuple ». Il y avait en outre une voiture couverte sur laquelle étaient inscrits en grandes lettres sur une étoffe de soie de diverses couleurs les 6 points principaux de la charte du peuple. Les délégués ont été accueillis par les acclamations de l'immense foule rassemblée sur le vaste terrain. Des drapeaux portaient cette inscription. Les classes inférieures sont la grande source de la richesse. La force est dans l'intelligence. En avant! Et nous avons la victoire! Pas le temps de pleurer. Un nouveau combat s'annonce à Seneca Falls, dans l'État de New York. Elizabeth Cady Stanton y a organisé la première convention féministe des États-Unis. À la fin de la séance, je me vois écrire mon nom sur la déclaration de sentiments. Je pleure sur les mots écrits, devant son obstination à ce que la dignité, l'égalité et la liberté de la femme soient reconnues. Aujourd'hui, compte tenu de cette totale privation des droits civiques de la moitié de la population de ce pays, de leur dégradation sociale et religieuse, au regard des lois injustes mentionnées ci-dessus et parce que les femmes se sentent lésées, opprimées et privées frauduleusement de leurs droits les plus sacrés, nous insistons pour qu'elles aient accès sur le champ à tous les droits et privilèges qui leur appartiennent en tant que citoyennes des États-Unis. En entamant ce grand travail dont nous nous sommes saisis, nous ne nous attendons pas à ce que soient petits les malentendus, présentation inexacte de nos idées et moqueries, mais nous allons utiliser tous les instruments en notre pouvoir pour réaliser notre objectif. Nous allons employer des agents, faire circuler des tracts, des pétitions aux législatures étatiques et nationales, et nous efforcer d'enrôler le pupitre et la presse en notre faveur. Nous espérons que cette convention sera suivie par une série de conventions embrassant toutes les régions du pays. Ému, emporté par la ferveur, je descends les côtes du continent jusqu'au rivage brésilien. À Recife, je m'infiltre dans les locaux du journal Diário Novo, situé Rua da Praia.
la rue de la plage. Là, aux côtés de ceux qu'on appelle les praieros, les radicaux du Parti libéral de la province de Pernambouc, je m'oppose aux grands propriétaires conservateurs et au renforcement des pouvoirs de l'empereur du Brésil. Galvanisé, je regagne la Martinique. Je retrouve les esclaves qui ont décidé de ne pas attendre l'aval de Paris pour se libérer. Nous descendons dans les rues. Face à nous, les maîtres sont retranchés derrière leurs fusils. Des émeutes éclatent. Des pierres volent au-dessus de ma tête. Le tonnerre des armes éclate. Des gens tombent autour de moi. Finalement, la fumée se dissipe. Face à notre détermination, le gouverneur décrète l'abolition de l'esclavage et l'abandon des poursuites contre les insurgés. La victoire. Enfin. Citoyens de la Martinique, la grande mesure de l'émancipation que je viens de décréter a détruit les distinctions qui ont existé jusqu'à ce jour entre les diverses parties de la population. Il n'y a plus parmi nous de libres ni d'esclaves. La Martinique ne porte plus aujourd'hui que des citoyens. J'accorde amnistie pleine et entière pour tout délit politique consommé dans la période de mouvement que nous avons traversée. Je recommande à chacun l'oubli du passé. J'ouvre les yeux. Depuis quand étaient-ils fermés? Hamza est en face de moi. L'air passionné mais grave. Je sens qu'il meurt d'envie de prendre la parole.